merci professeur. Vous avez parlé avec beaucoup d'émotions. Vous avez évoqué enfin, murmurer le nom de votre ami Bapomwamba, hein, si je peux lui dire le nom de la personne. C'est une personne qui vous a beaucoup accompagné dans ce que vous avez mené comme travail. Et effectivement, on doit faire quelque chose, comme vous dites, comme le philosophe a pu le dire, Latinvich. Donc, c'est maintenant. Hein. Donc, il a fait des petits. Il y a François Hollande aussi, il disait c'est maintenant. Maintenant, donc, le changement, c'est maintenant. Donc, on doit évoluer vers ce changement. Effectivement, vous avez fait l'exercice métaphorique tout à l'heure, parlant de perles. Effectivement, on avait besoin de ça, comme j'avais dit, ça allait nous apaiser depuis 14 ans qu'on a commencé. C'est vrai, il y a eu Madame la sénatrice, il y a eu le RSF, il y a eu vraiment des invités importants qui sont ici pour parler de cette liberté. Alors, c'est vrai, il y a le peuple, il y a les civils, il y a le front civil qui va nous rejoindre ici pour nous aider à parler de ce peuple qui a besoin d'un soutien, d'un soulèvement populaire. Sans les armes, je pense que Jean Kalama Ilunga va nous apporter quelques éléments de son discours, son plaidoyer pour la liberté. Merci. Je ne vais pas improviser. Non, improviser, c'est vrai, je ne vais pas improviser pour ne pas prendre beaucoup de temps. Parce que si on doit parler de la République démocratique du Congo avec tout ce qui s'y passe, je pense que toute une journée ne suffira pas. Alors, j'ai préparé un mot pour être bref. Comme ça, tout ce que je dirais est là, c'est consigné. Voilà, je suis, comme Roger l'a dit, je suis Jean Kalama Ilunga, bon, résistant patriote combattant, membre du directoire du Front civil de résistance populaire, qui n'est pas un parti politique, mais un mouvement de combat, un outil approprié pour faire face au totalitarisme, à la dictature criminelle de Joseph Kabila, coupable de haute trahison et dirigeant illégalement et illégitimement par défi contre le peuple congolais. Parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, vous êtes déjà levés pour la minute de silence. Je vous prie de vous asseoir tout simplement pour qu'on garde, même pour les 8 millions de Congolais morts et qui sont délibérément privés de justice juste. De la RDC présente une société où tout est crise. Crise d'hommes, crise de mentalité, crise de comportement, crise de légitimité, crise de légalité, crise politique, crise économique, crise des valeurs. Bref, la République démocratique du Congo est un pays bloqué par ces crises enchevêtrées. Mais lorsqu'il avait fallu réfléchir sur l'action directe de la résistance à la République démocratique du Congo, nous avions conclu en ce sens. Chercher les armes pour faire la guerre sans autre contenu que la guerre, ce sera de la gageure. Et même si le contenu est la cause juste, mais lorsque l'action menée n'est pas comprise par le peuple, faute d'avoir été mal communiquée, elle ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau parmi tant d'autres. C'est ainsi que nous avons abouti à la conclusion selon laquelle toute action militaire bien pensée doit être indissociable du contenu politique qui la justifie, qui la justifiera et servira de support d'encadrement pour porter notre action en République démocratique du Congo vers ses objectifs qualitatifs, à savoir susciter la nécessité de changement pour l'ensemble du peuple congolais. En d'autres termes, créer le soulèvement populaire. Au regard des crises enchevêtrées, c'est paradoxalement
hélas, par la crise majeure qui passe impérativement par l'éviction de Joseph Kabila du pouvoir, que nous pouvons éradiquer cette crise enchevêtrée et refonder le Congo. Pour terminer, j'attire l'attention sur le climat de terreur délibéré sur la RDC, où on assassine, on enlève impunément pour entretenir la peur. Les journalistes s'autocensurent par peur de représailles. Eh bien, j'ai fini là de lire ce que j'ai essayé de faire pour me résumer. Je sais qu'il y a d'autres qui attendent pour parler. Bon, ça a fait tellement, il ne faut pas être trop long de toute manière, comme Roger me l'a dit. Et je pense que l'action que je viens peut-être de résumer là-dedans, c'est une action qui est en cours. Parce que nous avons conclu que Joseph Kabila, il faut le capturer. Il faut le capturer. Il n'y a pas d'autre forme de choses. Et tout est en cours. Merci. Merci Jean Kadama, merci Jean-Ilunga Kadama, l'homme qui a travaillé avec l'ancien président Mouzé et Laurent Désiré. Et nous allons appeler un autre Kabongo. Rapidement, je souhaiterais que tout le monde passe, mais vraiment très très rapidement, vous allez faire votre discours. C'est quelqu'un qui vient du Canada, c'est un politologue sorti de Sciences Po au Canada. C'est quelqu'un qui vous parlera, parce qu'en fait, il parle l'anglais, il essaie de transcrire son discours en français, c'est un peu compliqué au niveau terminologie, alors il essaiera de faire le franc en anglais par rapport à son discours. Donc, il mélangera les deux, français et anglais. Allez, je vous laisse prendre la parole, merci. Et puis, monsieur Mboku, préparez-vous pour passer après. Merci. Très bien, c'est toujours un plaisir de venir à Paris. Mon français est quand même très bien, Roger exagère un peu quand même. Ouais. Donc, voilà, nous avons entendu, on nous a brossé en fait le tableau par les spécialistes de droits de l'homme, les activistes, les journalistes. Et maintenant, en tant que politique, nous arrivons à une étape où nous devons nous prendre en charge. Ça a déjà été dit par certains. Donc, au sein de la grande communauté universelle, précisément la communauté congolaise, il émerge une dynamique socio-politique dans laquelle je ressors. Moi, je pense que nous inspirons des grandes personnalités de ce monde qui ont marqué le 19 et 20e siècle de par leurs convictions. Parce que sans conviction, on ne peut rien. Et ces convictions qu'ils ont pu transformer en œuvres sacrées qui nous servent aujourd'hui de modèle sociétal. Je pense en l'occurrence au général Charles de Gaulle, que vous connaissez tous très bien, son refus face à l'occupation allemande, de se soumettre, d'être vraiment un être humain digne de soi, d'être au service d'une autre puissance. Et je pense du côté de chez moi, d'où je viens, en Amérique du Nord, au 16e président américain, Abraham Lincoln, qui a mis fin à la traite négrière, au prix de sa vie d'ailleurs, parce qu'il estimait que cela était une pratique inhumaine et moralement inadmissible. Notre pays, la RDC, notre patrie, 151e sur 180 pays selon le RSF. Une cotation qui n'a jamais été améliorée, qui remonte depuis la période coloniale, comme on l'a touché un peu. 80 ans de colonialisme féroce, suivi de 32 ans de dictature absolue, et aujourd'hui, 17 ans d'occupation. Je dis bien occupation. Le régime de M. Joseph Kabila, ce régime d'occupation, caporalise aujourd'hui la presse, la corporation de la presse au sein d'un individu, bien évidemment lui-même, mais surtout au sein d'une mythologie, la libération. On nous a parlé de la libération en 1997.
Mais comment pouvons-nous parler d'une libération lorsqu'on détient en 13 ans de gestion un bilan de 8 millions de morts? Vous avez dit 6 millions? C'est plus pour ça. Voilà, alors 8 millions de morts, 3 millions de déplacés, 3 millions de femmes violées. Voilà la question qui ronge la société congolaise interne, externe, sa diaspora. Et comme résultat, quand on pose cette question, nos veillants vecteurs de la communication et du débat social au sein de la communauté, nos journalistes, sont tout simplement assassinés. Ils dérangent, posent des questions taboues. Ce qui est plus important encore, ils dénoncent l'hypothèque de tout un pays, la RDC, de sa population, et bien évidemment admis par ce régime d'occupation en place. 16, ça a déjà été dit, donc je serai très bref à ce sujet. 16 journalistes à ce jour. Je pense à Germain Kennedy Moubéré à Beni, de la radio-télévision Mugano Docha, tué lors d'une incursion le 16 février, il y a à peine 45 jours. Le 12 mars, Eliezer Tambwe à Kinshasa, arrêté arbitrairement au procès invalide, je soulignerai, de Diomi Dongala, mon frère Freddy Kita en parlera plus en profondeur, tout simplement par sa présence, parce qu'il dérange. Il a été battu, séquestré, retenu pendant 2 jours et finalement libéré avec un message frileux pour certains, certes, mais précis. Je cite: les élections présidentielles de 2016 sont fatalistes et toute contestation, y compris la tienne, finira en cadavre. Fin de citation. Donc je peux conclure qu'ils garderont le pouvoir, quelques prix compris. Le 15 mars, Martin Fayulu, député de l'opposition, si on peut appeler opposition, mais néanmoins il fait son travail, battu et toujours sujet de représailles régulières de par son initiation d'une pétition sauvant le Congo, exigeant le respect de la Constitution vis-à-vis de l'article 220 verrouillé qui limite le mandat présidentiel à 2 termes. Mais aussi, il dénonce le processus de tricherie déjà mis en place par l'abbé Apollinaire Malou Malou et exigeant donc sa démission. Donc voilà la situation dans laquelle nous vivons. Donc un message précis à M. Kabila Sabande et ses parrains occultes. Nous serons bel et bien au rendez-vous, quoi qu'il en soit, en 2016. Parce que ce pays-là, il nous appartient. Voilà. La justice pour l'icône des droits de l'homme, Floribert Chebeya, que vous connaissez tous bien, est abrogée pendant que les commanditaires de ce crime odieux apparaissent à Kinshasa, et juste toute l'impunité. Et lorsque la diaspora, par la voix toujours de ces journalistes, demande la lumière sur cette question, ils sont tout simplement taxés d'hostiles au régime en place et de ses prouesses économiques, de ses prouesses démocratiques, je m'excuse. Mais de quelles prouesses exactement démocratiques parle-t-on? Le bafouement quotidien des droits de l'homme, ou encore la violation d'un simple citoyen d'exprimer son choix de dirigeant lors comme au dernier scrutin de 2011. Donc nous sommes vraiment dans une république bananière. Je sais que nous empressons de temps, donc encore 2 minutes et je finis. Donc voilà, si nous nous basons même sur le rapport de l'UNESCO, la RDC actuellement à 33% d'illettrisme. Et c'est incroyable car ce pays est en voie vraiment de disparition. En effet, n'eût été la contribution de toute la diaspora que nous sommes, qui contribue 7 milliards de dollars par an, cette société n'existerait plus. Un fléau incommensurable. Donc mes collègues, nous sommes vraiment à l'heure de la vérité. Si nous nous disons s'inspirer vraiment
gérer cette société, notre pays, la RDC, et créer une nouvelle république. Je dirais juste ceci en anglais, parce que nous avons aussi des gens qui nous suivent côté anglophone que je sais. The time is now, guys. We have to come together, put away our differences, and understand that our country is dying. Unless we become adult politically, that means no war in terms of leadership, but a collective of individuals. Yes, there's got to be a leader. He has to lead us. There is no other structure that doesn't function without a leader. A leader has to be elected by you guys. Okay, you select who you want to represent us back in Congo. And we will go do the job. Because this time around, je tape mon poing sur la table, we won't let it go. Je vous remercie. Merci Dominique Kabongo. Vous portez bien votre nom, vous suivez le chemin de Philippe Kabongo. C'est très bien. Et nous allons accueillir Monsieur Mboko François. Monsieur Mboko François, venez. Vous êtes le président de l'UDC, l'Union de Congolais de la Diaspora. Vous avez 10 minutes, pas plus. Et après, nous allons passer à M. Fites, M. Kita, s'il est dans la salle, de se préparer. Merci pour la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis M. François Mkoukassa. Je suis le président de l'Union de Congolais de la Diaspora. Je salue en passage mes amis, mes collaborateurs qui viennent de très loin. Je vois notre frère Martin qui vient d'Allemagne, d'Orala, qui est aussi pasteur, qui s'est engagé pour les combats pour la libération de la RDC. Je salue M. Narcisse Lokonda qui est là aussi. Je salue M. Athanas Mapessa. C'est des personnes qui se sont engagées. Je suis venu devant vous, étant frère. Je pense qu'on a écouté plusieurs personnes qui sont passées ici, qui ont parlé. Tout a été dit. Je pense que la situation est grave pour notre pays. Notre aîné pasteur Kabongo, qui est parti que je connais bien, il nous a parlé des perles. Et il nous a parlé aussi du courage. Nous sommes des hommes. Et dans un village, lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive pour faire du mal, il faut qu'il y ait des hommes. Le Congo en a assez pleuré. Nous avons pleurniché. L'heure est arrivée maintenant que nous devons nous prendre en charge et travailler pour la libération totale de notre pays. Aujourd'hui, je viens devant vous avec beaucoup d'humilité, vous demander juste votre soutien pour que nous puissions avancer ensemble. Vous êtes des perles, vous êtes de l'or. Il faudra maintenant que nous puissions aller pour libérer notre pays. Et moi, j'ai ce courage-là ce soir pour vous dire que je suis prêt. Je demande tout simplement votre aide pour que notre pays soit libéré. Mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce forum et vous tous qui êtes présents. Mes chers amis, je veux m'exprimer au nom de la diaspora congolaise. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours éloquent fait par nos prédécesseurs. Présentement, nous venons rechercher dans le même sens en rapport avec les manifestes violations des droits de l'homme dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Assez de pleurs, assez de viols. Où sont les justes? Les justes sont là pour défendre les causes. Vous êtes des justes. Il faudrait maintenant vous lever pour pouvoir aider cette population. Mais on nous a parlé ce soir du courage. Qui a ce courage pour dire qu'aujourd'hui je dois me mettre debout pour avancer? Vous êtes là, vous êtes des hommes et des femmes capables. Mais nous avons besoin de ceux courageux qui peuvent dire que assez de tourniquer en rond, assez de crier dans les rues, assez de pleurer, assez de voir nos filles, nos femmes, nos mamans violées, assez de voir nos frères assassinés devant nos yeux.
Et moi, j'ai ce courage ce soir pour vous dire que nous devons aller ensemble. Mais on ne pouvait pas aller ensemble si on n'est pas unis. L'unité prime pour libérer notre pays. Essayons d'être forts, essayons de résister devant la corruption. Essayons de mettre en place nos valeurs. Nous avons vu que notre pays n'a plus de valeurs. On a tout perdu. Nous devons baser cette république que nous pensons qui aura lieu demain, ce Congo, ce grand Zaïre. Vous êtes là pour essayer de faire quelque chose. Voilà mes frères. Je suis venu encore devant vous. Vous citez que nous avons un mouvement. Nous sommes dans l'ICD, l'Union de Congolais de la diaspora. On ne va pas tout simplement crier chaque fois, mais nous apportons aussi quelques solutions, quelques propositions. Nous voulons tout simplement que nous puissions avancer ensemble. C'est vrai, il y a des figures, il y a des personnes qui sont là, qui peuvent faire quelque chose. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que nous sommes divisés. Et ce soir, je me permets, avec beaucoup d'humilité, de vous demander l'unité. L'unité fait la force. Martin Luther King a dit, tout simplement, nous sommes obligés de vivre ensemble. Comme des frères, sinon nous mourrons comme des idiots. Voilà mes frères. Je pense que le dialogue doit absolument se tenir à Kinshasa et dans les conditions de neutralité. Ça, c'est parmi nos propositions. La MONUSCO devra assurer la sécurité de la ville de Kinshasa durant toute la période du dialogue national en concertation avec le commandement neutre des forces de défense et de sécurité. L'Union des Congolais de la diaspora exige ardemment à la participation des forces de la résistance populaire dans tous les processus du dialogue. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Il faut éviter la révision. C'est l'expression de la volonté du peuple. La diaspora doit avoir le droit de vote. Il se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur. Arrêtez la politique du ventre, la jouissance. Arrêtez d'enseigner comment violer la Constitution au lieu d'expliquer comment la protéger. Joseph Kabila, c'est le nom d'emprunt qu'il porte. Ce monsieur est venu dans notre pays. Nous ne connaissons pas d'où il sort. Mais maintenant, nous avons compris que c'est un imposteur que nous devons chasser de notre pays. Joseph Kabila doit immédiatement démissionner et sans condition pour permettre une vraie réconciliation nationale et régionale et garantir une intégration régionale des pays souverains. Parlons à présent de l'apparente liberté de presse à Kinshasa. Les acteurs des médias sont devenus des bêtes noires du pouvoir en place à Kinshasa. Les récentes tracasseries qu'ont connues M. Eliezer, animateur de Tokomiwapi, nous prouvent à suffisance combien le pouvoir à Kinshasa déteste une presse objective. En entendre les propos de M. Eliezer, nous devons déjà savoir qu'un bain de sang se prépare dans toutes les grandes villes du pays, dans l'unique but de maintenir en place le pouvoir actuel. Les journalistes assassinés du Nord et Sud Kivu sont des martyrs du métier et faisons en sorte qu'ils ne soient pas oubliés. Si c'est à travers la négligence des droits de l'homme, nous devons comprendre que c'est l'accès même au bien-être que le pouvoir en place s'efforce à refuser aux Congolais. Prenons bien conscience de la situation et unissons-nous. Le Congo doit s'habiller de ses propres habits, a dit John Kerry. L'éléphant, je finis pour dire, l'éléphant peut maigrir,
mais la souris ne portera jamais ses vêtements. Je vous remercie. Oui, merci. Et vous avez maigri en fait en faisant des régimes aussi. C'est très bien, monsieur François Mboukou. Et vous avez été très éloquent. Merci à vous. Merci d'avoir apporté aussi votre soutien par rapport à cette organisation. Merci infiniment. Alors, j'appellerai monsieur Kita, qui est le secrétaire général de la démocratie chrétienne, accompagné d'une élue que je souhaiterais qu'elle vienne ainsi, madame Claire Ndawab. Si vous pouvez venir dire bonjour seulement. Non? Voilà, donc vous êtes c'est une Congolaise qui vient d'être élue 3e maire adjointe à Grigny. Donc je tenais à rendre hommage aux Congolais de la diaspora qui travaillent aussi dans l'ombre qui sont de Congolais qui aussi apportent leur... Alors, monsieur Freddy Kita va nous parler de Diom Ndongala. Vous avez appris dès ce matin, monsieur Kita a fait une intervention à RFI parlant de cette condamnation de monsieur Diom Ndongala à 10 ans de prison. Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette histoire. Et il a été jugé notamment et puis condamné arbitrairement par rapport à un viol qu'il n'a jamais commis. Voilà. Expliquez-nous et parlez-nous un peu de votre idée sur la démocratie en RDC. Bonsoir à tous. J'ai parté déjà, mais on ne reste pas encore retenu parce qu'on a d'autres obligations. Bon, comprenez que ce n'est pas facile pour moi de parler. Comme j'ai dit ce matin à votre confrère Christophe Barouville de l'RFI, bon, je vais faire juste une approche de la situation politique que nous traversons dans notre pays. La démocratie chrétienne salue l'initiative de cette organisation, de ce forum international sur la liberté de presse pour les droits de l'homme et contre l'impunité qui se tient aujourd'hui. Le thème abordé est en lui-même illustratif des problèmes politiques que nous traversons dans notre pays. La liberté de presse mise à rude épreuve, les droits de l'homme bafoués, à l'image du procès unique et scandaleux contre le député national Eugène Diomi Ndongala, et l'impunité qui veut que les criminels de guerre soient amnistiés sans le moindre souci de justice. La démocratie congolaise, chers amis, est malade. Car les acteurs privilégiés de la démocratie sont persécutés et muselés. Des journalistes et défenseurs des droits de l'homme arrêtés et assassinés. Moi-même, qui vous parle, j'ai dû échapper plusieurs fois à des tentatives d'enlèvement et d'assassinat. L'impunité et la corruption sont devenus la règle dans notre pays. Autant dire que je peux déjà aborder mon sujet en partant des axes clés du thème du jour. Brosser la situation politique de la RDC peut nous prendre des journées entières, comme certains amis viennent de le dire ici. Tant les enjeux sont nombreux et détaillés, je me limiterai à une simple approche de la situation politique de notre pays en prenant les aspects les plus pertinents. Le premier problème est d'abord l'illégitimité du pouvoir que vous connaissez tous, des actuels dirigeants de notre pays qui nous dirigent par défi de manière abusive de la force et de la rise de toutes les antivaleurs possibles. En effet, le régime actuel sera toujours affaibli par le scandale de la vérité des urnes, ici des élections bâclées du 28 novembre 2011. La fraude massive et humiliante des élections de 2011 a mis notre pays dans une situation de tension et de stabilité, sans tenir compte
de cette situation, le pouvoir en place veut encore rééditer cet exploit macabre en mettant M. Malumalu, que vous appelez Abbé, à la tête de la CENI. Toutes les batteries sont mises en marche pour trouver des stratégies permettant de contourner l'article 220 de la Constitution, mais sans succès pour le moment. Les ennemis de la démocratie congolaise font tout pour un troisième mandat, offrir un troisième mandat à M. Joseph Kabila. La tentative d'organiser des élections provinciales au suffrage indirect est une technique de nomination de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle dans un contexte grave d'usage de la force et de la corruption. Le plus grand problème politique est sans doute l'accroissement terrible de la pauvreté et de la misère sociale du peuple congolais, à côté des mensonges et des manipulations des chiffres de la croissance économique. Le pouvoir, dans une campagne mensongère, vante les résultats économiques. Il s'agit d'une croissance économique inutile pour la population congolaise, classée aujourd'hui parmi les populations les plus pauvres de la planète. La République démocratique du Congo, notre pays, est devenu le dernier pays du classement du PNUD en matière de développement humain. Dieu merci que la diaspora congolaise, bailleur des fonds par excellence, fait un grand travail à la place du gouvernement illégitime de M. Kabila. Que dire de la sécurité des biens et des personnes qui empoisonnent le climat politique de notre pays? Nous vivons dans l'insécurité et dans l'inquiétude du lendemain. Aucun véritable plan de développement ne peut se mettre en place dans le contexte actuel. L'autorité de l'État est sapée et nous vivons chaque jour dans la déliquescence de l'État. Excusez-moi, comprenez un peu mon émotion parce que ce n'est pas facile. Je suis ici physiquement, mais mon esprit est ailleurs. La protection de l'intégrité territoriale est mise à rude épreuve avec de nombreuses milices qui opèrent à l'est de la RDC. L'appui de la MONUSCO est appréciable, comme vous le savez, mais ne saurait résoudre ces problèmes de façon durable. Il faut impérativement une restructuration profonde de l'armée, de la police et des services de sécurité. Cette réforme avance à pas de tortue. Cette situation permet à certaines forces de tirer profit du pillage des ressources naturelles précieuses de notre pays. Au moment où nous parlons des droits de l'homme, que dire des viols de femmes et des viols des hommes? Parce que là, vous ne parlez que des viols de femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont violés, et à Kinshasa et à l'Est. Un processus de dépopulation est mis en place à l'Est de la République démocratique du Congo. L'Holocauste congolais, comme les amis l'ont souligné tout à l'heure, de plus de 8 millions de morts, directs et indirects, est lui-même illustratif de la grave crise politique congolaise depuis l'arrivée de l'AFDEL en 1996. Cette crise s'aggrave dans le contexte terrible d'impunité où, d'amnistie à l'amnistie, les criminels se frottent les mains car il faut assassiner pour accéder à la gestion des institutions de la République. Je voudrais maintenant aborder le cas de l'arrestation arbitraire et politique du député national Eugène Diomé Ndongala, qui est le président de mon parti. Comme il se doit, la situation politique de notre pays, ce dernier est le prisonnier
comme je viens de le dire ce matin, sur les ondes de la RFI, et les prisonniers politiques personnels de M. Joseph Kabila. Hier, quand il est rentré de Goma, je crois que vous avez appris qu'il y a un groupe d'Américains qui sont allés à l'Est et à Goma festoyer leur victoire, entre guillemets, avec Kabila. Et il y avait aussi le procureur général de la République et les présidents de la Cour suprême qui étaient avec lui à Goma là-bas. Nos avocats étaient à la Cour suprême de justice presque toute la journée parce qu'officiellement, la Cour suprême ferme ses portes à 16 h. Ils sont partis, tout a été fermé. Et dès que l'avion de M. Kabila a atterri à Djili, le président de la Cour suprême de la justice va téléphoner au greffier qui était à Matete pour lui intimer l'ordre de rentrer à la Cour suprême d'ouvrir les bureaux. Le président de la Cour suprême lui-même aussi est parti à la Cour suprême et à 19 h, à l'insu de tout le monde, il n'y avait pas audience. Ils ont prononcé leur décision de condamner Diomi Ndongala à 10 ans ferme de prison. Vous avez appris ça. Et j'ai été tout informé parce que le greffier, qui est aussi un partisan de la liberté, m'a appelé à partir de Paris hier. Il dit, Monsieur le secrétaire général, Awa Makame Baby, parce que vous prononcez, mais il ne faut pas citer mon nom. Et vous avez appris... donc il m'a appelé pour me dire que non, Monsieur le secrétaire général, le président vient de signer sur ordre personnel de Joseph Kabila, parce qu'ils étaient tous à Goma, que le président Diomi Ndongala soit condamné à 10 ans ferme. Dernièrement, vous avez appris que la radio Okapi avait publié un article disant qu'il était condamné à 28 ans. Quand nous sommes montés au créneau pour dénoncer cet article-là, vous savez que la radio Okapi a certains journalistes, excusez-moi un peu, s'il était là, soit ici, je ne suis pas tribal, étaient là, qui travaillent à l'ANER, qui sont des agents de l'ANER. Donc nous savons, parce que certaines informations de l'opposition sont vraiment bien censurées à la radio Okapi. Et nous avons diffusé l'information, quand vous avez suivi même la presse française ici, belge, anglaise, on parle déjà. Donc nous continuons le combat. Je voulais dire aujourd'hui, pour rappel, Eugène Diomi Ndongala est le président fondateur de la démocratie chrétienne, qui est un parti politique créé depuis août 1993. Il est aussi le porte-parole de la majorité présidentielle populaire. Élu massivement député national en 2011, il a dit renoncer à son mandat législatif pour protester contre la fraude électorale massive, en exigeant la tenue d'un dialogue politique inclusif pour résoudre la crise politique créée. Le 23 décembre 2011, ça je vais révéler quelque chose que la moitié des peuples congolais ne connaissent pas, il va organiser la prestation de serment de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc si vous avez vu Tshisekedi Wamulumba prêter serment comme chef de l'État, c'est Diomi Ndongala qui avait organisé ça. Et moi-même qui vous parle, avec lui notamment, le 22 décembre, il est là, il y a un témoin, on avait fait entrer les tapis rouges dans la résidence de M. Tshisekedi avec tous les risques, pour que Tshisekedi prête serment. Le 22 juin 2012, il organisa une grande messe de solidarité en faveur de nos frères et sœurs de l'Est. Vous savez qu'il y a des crimes là-bas. À cette époque-là, le gouvernement de M. Kabila était vraiment différent. Mais nous avons osé, avec Diomi Ndongala, et Jean-Cy Moulumba ici, qui est aussi l'un des cofondateurs de la majorité présidentielle populaire. Il y a aussi M. Alexandre Kiyedi, qui est des représentants de la MPP ici en France. On a organisé cette messe-là avec l'accord du cardinal Moussengo. Ça, je le révèle malheureusement, parce que c'est lui qui nous avait autorisé d'utiliser sa cathédrale. Et ce jour-là, Etienne Tshisekedi avait fait sa sortie officielle pour la première fois en tant que chef de l'État élu. Et vous avez suivi, je crois, les images, la ville était en effervescence. Et le 23 juin, c'était un samedi, il y a eu une réunion des services de sécurité dirigée par M. Kabila lui-même pour faire tomber
la tête de Diomi Nongala et la machine était déjà en marche. Donc tout ce que vous attendez là, viol surminaire, soutien des mouvements insurrectionnels, tout ça, ce sont des montages. Et moi-même d'ailleurs, je crois que Paul Sapou est là, c'est lui qui suit d'ailleurs très près de notre situation. J'ai failli être enlevé, dernièrement aussi, dans la ville de Kinshasa. Donc heureusement que j'ai eu la chance d'entrer dans l'ambassade de France qui est d'ailleurs sur le boulevard. Heureusement que c'est moi-même qui était aussi au volant. Donc nous vivons dans une sécurité. Nous demandons seulement à la diaspora congolaise qui nourrit la RDC d'être unis, de se mobiliser. Nous continuons notre combat. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Kita. Vous avez été toujours, comme d'habitude, éloquent. J'appelle maintenant M. Salomon. M. Salomon Beka Joseph, un activiste des droits de l'homme, un homme qui travaille d'arrache-pied pour faire passer les choses. Il a œuvré pour beaucoup de choses en Belgique. Il va nous parler, il va nous ramener un projet, des éléments qui vont nous donner un peu la matière. Allez. Bonsoir à tous. Merci aux organisateurs, un grand merci à Roger pour avoir souhaité la présence d'activistes sur le terrain, pour également apporter ce son de cloche dans cette initiative très louable d'avoir un forum pour la presse, parce que c'est elle qui relaie la vérité logiquement quand elle a la possibilité d'utiliser les moyens qui normalement sont mis à sa disposition. Merci également à Freddy et merci à ceux qui ont échangé et apporté leur contribution depuis le début de cet après-midi où nous avons été édifiés. Donc nous n'allons pas revenir sur tout cela. Je vais donc passer à une partie un peu moins littéraire par rapport à tout ce que nous avons eu depuis cet après-midi et je vais vous inviter à de la mathématique. Ça va un peu nous changer. Donc nous sommes au cours de mathématiques. Je vais vous donner une équation. Je vais vous demander d'intérioriser cette équation, de la prendre à bras le corps, d'avoir le courage de regarder face à face cette équation, de vous l'administrer et de vous répondre franchement, sincèrement, si vous avez la véritable réponse à cette équation ou quelles sont les voies et moyens que vous allez mettre en place pour faire échec une fois pour toutes à cette équation. Mesdames et messieurs, regardez au tableau imaginaire et lisez. Lisez avec moi. Avant l'indépendance égale équation. Ne me répondez pas. Nous avions pensé que nous étions loin de là. Maintenant que chacun connaît sa définition, qui nous sommes en vérité? Quelle est notre place au niveau géostratégique et sur la cartographie de la liberté? Celui qui ne peut pas exprimer sa volonté par le vote est un esclave. Congolais, qui es-tu? Absolument. Voilà où nous sommes, nous devons avoir le courage de nous définir. Et quand nous avons conscientisé notre état véritable, on arrête de se mentir et de se raconter des histoires. On prend son courage et on fait ce qu'a fait tout peuple pour sortir de l'esclavage et de l'asservissement. Ici, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont exprimées. Nous aimerions modestement rappeler qu'il y a tout de même plusieurs divisions dans cette résistance. Chez nous, nous entendons beaucoup de choses. Nous voyons qui est en gestation, nous voyons qui est en régression. Nous sommes aux premières loges pour observer ce combat depuis son commencement, où on appelle le mot combattant. Depuis les années 90, nous avons impulsé avec d'autres cette lutte.
Nous l'avons rénové avec d'autres, dont Armand Tungoulou, à partir de 2010, pour lui donner une allure irréversible. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que ce garçon que nous connaissons personnellement a posé un acte qu'aucun d'entre nous n'est capable de faire. Et cet acte-là, je défie quiconque ici, nous qui avions mangé à la table d'Armand, de mettre ça en péril. Nous ne sommes pas distraits. Nous ne voulons pas être plébiscités, mais nous faisons un travail parce que nous sommes à côté de l'idéal. 5 minutes. Je te remercie. Cet idéal ne souffrira aucune variation, aucune pollution. J'ai dit, certains sont en progression et doivent encore affiner leurs diamants. Et quand ils l'auront complètement affiné, il y a certaines aspérités qui disparaîtront, tels les termes dialogue. Ça n'existe pas chez nous. Après ce que le prédécesseur vient de dire, vous allez dialoguer avec qui? Le cas de Dieu ne nous suffit pas. Nous avons franchi ce stade. Donc nous invitons certains à rejoindre ce niveau qui est nécessaire. Il n'y a aucune critique. Il y a une progression que nous encourageons. Nous rappelons à tout le combat, à tous les résistants. Je m'adresse à vous ici en tant que coordonnateur général. Nous n'aimons pas les titres, mais à un moment donné, nous devons remettre l'église au milieu du village. Nous impulsons, et ça bouge, mais nous impulsons. Et quand les gens l'oublient et commence la guéguerre des titres, c'est tout le combat qui en pâtit. Aujourd'hui, nous parlons clair. Nous impulsons, et ça bouge. Alors ceux qui veulent mettre en péril ces impulsions, parce qu'après les impulsions deviennent d'autres colliers de perles. Et les impulsions viennent d'ailleurs. Mais chaque fois que ce combat est tombé, il a fallu le réimpulser. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il faut avoir l'honnêteté de mettre ces personnes, entre guillemets, dans leur division, pour qu'elles puissent travailler avec le confort, entre guillemets. Vous le connaissez, il n'existe pas, vu qu'il n'est fait que de stress, de menaces, de poursuites. Hier, par exemple, M. Barack Obama arrive à Bruxelles, nous avons fait une photo qui s'appelle « Arrêt sur image sur le combat ». Mais il n'y avait personne. Le 2 avril, nous vous attendons tous à Bruxelles, à Trône, à partir de 14 h. Soit dit en passant, tout le monde, nous vous attendons. Mais le 2 avril, ce n'est déjà plus qu'une conséquence. La cause était là hier à Bruxelles. La cause, leur patron, leur parrain, était là hier à Bruxelles. C'est quoi cette distraction? N'oublions pas notre équation, elle nous accompagne tout au long de ce discours. Nous invitons donc nos frères à être conséquents parce que l'heure est grave. On veut nous servir un plat ad vitam aeternam. J'ai voulu vous lire quelques textos que je reçois habituellement depuis Kinshasa, mais je m'en abstiens. Mais l'un d'eux, peu après les élections, disait en peu de mots, « Monsieur, avec vos marches, vous perdez votre temps, nous sommes là pour les 30 prochaines années. » Mais ils sont en marche. Ils sont en marche. Pourquoi? Oh, Patrice, regarde Joseph Désiré. Hein? Regarde Joseph Désiré, Patrice. Ah, laissez, c'est mon petit, laissez. Et jusqu'à quand? Nous avons laissé croître le bon grain et l'ivraie ensemble. Aujourd'hui, nous devons nous interroger pourquoi, Bruxelles a été totalement asphyxiée hier, amorphe, anesthésiée, sous soporifique.
Et pourquoi d'autres n'ont pas eu d'eux-mêmes l'initiative de comprendre que c'est à Bruxelles qu'il faut être, sans qu'on le claironne? Parce que vous le savez, nous sommes sur écoute. Nous nous sommes retrouvés seuls devant l'hôtel de Barack Obama. Seuls. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Comme d'habitude, c'est censuré. Il vous laisse la partie carte postale sur RTL TVI, mais ça fait toujours une image. Sur le site de Cheikh Fita, vous aurez sans doute, s'il le met, ce que nous avions dit et qui n'est pas passé. Mais c'était le moment de venir avec quelques pancartes de femmes violées. Je vous assure, toutes les télévisions du monde étaient là. Vous passiez sur Euronews en boucle et ce monsieur bouge. Quand il a appelé Kagame, c'était suite à des événements de ce type. Nous sommes forts. Congolais, tu es fort. Et c'est ça qui lui fait peur. Tu es fort. Mais quand tu tombes dans l'hypnose de... Tu es divisé. Toi, tu dois avoir le pouvoir. Ah, toi, tu es meilleur que le... Ah, sans toi, ça ne peut pas marcher. Ah, finalement, c'est toi qu'on voit. Eh bien, tu viens polluer notre combat. Tu viens polluer le sacrifice d'Armand Tungulu. Et tu nous fais perdre notre temps royalement. À Bruxelles, et je vais terminer par là, je te remercie. À Bruxelles, nous arrivons à une échéance électorale. Certains de nos frères avec qui nous marchons n'ont pas totalement compris les objectifs que nous poursuivons. Nous avions adressé vis-à-vis d'une équipe gouvernementale qui est la seule à ce jour à avoir reconnu le régime d'imposture qui fait que nous sommes réunis ici. Ce gouvernement belge du Premier ministre Elio Di Rupo, qui comprenait les partis CDNVP, SSPA, Ecolo, Groen, OpenVLD, MR, CDH, nous leur avions dit, vous auriez un vote sanction. Barack Obama dit à Poutine, tu vas avoir un vote sanction si tu ne changes pas ton attitude. Est-ce que ces partis ont renié leur reconnaissance malgré tous les rapports, dont celui de l'Union européenne, qui dit que ces élections sont une vaste tricherie? Non. Nous avons aujourd'hui des personnes qui marchent avec nous depuis longtemps, mais que nous avions à l'œil, qui aujourd'hui sont en train de s'inscrire dans ces partis qui reconnaissent Kanambe, qui reconnaissent les expulsions qui deviennent de plus en plus musclées, qui reconnaissent que Kanambe doit venir ici la semaine prochaine et en novembre, qui a déjà son invitation personnelle. Mais chez nos frères du Maghreb, ça se termine comment ce type d'histoire? Ces personnes n'ont plus leur place dans notre combat. Nous avons des précédents. Sali Martin est ici. S'il voulait témoigner, il le ferait. Il vous dirait que certaines de ces personnes, la police les prend carrément pour les mettre devant les caméras belges pour qu'ils parlent, pour qu'elles parlent. Nous avons laissé croître le bon grain et l'ivraie. À présent, c'est l'heure de faire le tri. Mes frères et sœurs de combat, soyez tous la semaine prochaine à Bruxelles, venez massivement, parce que quand ils nous voient, ils savent que leurs calculs sont totalement défaits. Une résistance qui devait durer 3 jours est là jusqu'aujourd'hui. Mais à présent, nous reprenons les choses en main et nous vous annonçons que le Conseil international congolais va bientôt se réunir. Partout, il y a des conseils nationaux. Nous sommes la première révolution au monde à être une révolution de la diaspora. Nous avons donc un conseil international et non pas un conseil national. J'ai dit, je vous remercie. Merci Lucas. Merci. C'est un homme d'une très très grande éloquence.